Bonjour à vous, bienvenue à Conversation sur l'arthrite. Un grand merci d'être là pour parler de ménopause et d'arthrite avec nous aujourd'hui. Je suis Isabelle Robillard, gestionnaire mission à la Société de l'arthrite du Canada. Merci de vous joindre à nous ce soir. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, je tiens à souligner que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanyen-Karaka, Mohawk Nation, et Haudenosaunee. Je suis reconnaissante d'avoir la possibilité de travailler et de vivre sur ce territoire avec des gens de toutes les cultures, identités et origines. Puissions-nous ensemble bâtir une communauté fondée sur l'équité, la diversité et l'accès à la santé pour tous. Ce soir, nous recevons Brigitte Viel, présidente Québec de la Fondation canadienne de la ménopause, et la docteure Jeanne Bouteau, gynécologue obstétricienne au CHUM. Voici quelques petits conseils techniques pour la présentation de ce soir. Le webinaire est plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou de bureau et si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse question@arthrite.ca. Pour poser une question à nos invités, cliquez sur l'onglet Questions-réponses au bas de votre écran. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre de questions possibles à la fin de la présentation. Si vous souhaitez échanger avec d'autres participants ou avec les modératrices de la Société de l'arthrite du Canada, utilisez la fenêtre Converser, également au bas de l'écran. Et pour fermer la fenêtre, il suffit de cliquer sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Le webinaire est enregistré et dans les prochains jours, vous recevrez un lien vers l'enregistrement ainsi que les diapositives présentées ce soir. La ménopause présente une transition biologique majeure. Pourtant, elle demeure entourée de mystères et de désinformation. Beaucoup de femmes arrivent à un moment de leur vie sans repères, sans vocabulaire pour décrire ce qu'elles vivent et sans soutien médical structuré. Trop souvent, elles doivent naviguer seules dans une période qui mériterait au contraire d'être mieux expliquée, mieux comprise et surtout mieux accompagnée. C'est précisément pour briser ce silence et offrir des ressources fiables que ce soir, nous présenterons la Fondation canadienne de la ménopause, dont le travail contribue à transformer une étape souvent vécue dans l'isolement en un moment où l'on peut enfin accéder à des connaissances claires et fondées sur la science. Et pour mieux comprendre les liens entre la ménopause et l'arthrite, nous avons la chance d'accueillir la docteure Jeanne Bouteau, qui expliquera ce que sont la périménopause, la ménopause, leur impact possible sur l'arthrite, ainsi que des pistes pour mieux vivre cette transition. On prendra aussi le temps de répondre à un maximum de questions. Mais je vous le rappelle à toutes les fois, en raison de la nature générale du type d'événement, on ne pourra pas aborder de cas individuels ni formuler de recommandations personnalisées. Ce qu'on souhaite, c'est que les informations qu'on vous partage ce soir vont vous aider à mieux aborder les questions avec vos propres professionnels de la santé. Alors, pour débuter, nous avons le plaisir d'accueillir Brigitte Viel, présidente Québec de la Fondation canadienne de la ménopause. Nous remercions sincèrement la Fondation pour sa collaboration à ce webinaire. Brigitte, merci d'être avec nous ce soir. Je vous invite maintenant à nous présenter la Fondation et à nous parler en détail de sa mission et de ses actions. Merci beaucoup, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait vraiment grandement plaisir d'être ici avec vous pour vous dire quelques mots sur la Fondation canadienne de la ménopause. Je ne prendrai pas trop de votre temps, en fait, pas parce que la Fondation n'est pas importante, mais plutôt parce que je comprends que vous avez certainement probablement beaucoup de questions ou bien d'intérêt pour la présentation de Dr. Bouteau. Mais en fait, on voulait quand même prendre le temps de vous présenter la Fondation pour les gens parmi vous qui ne la connaissent peut-être pas. Peut-être que d'autres ont déjà accédé à notre site web et nous suivent peut-être déjà. Mais sinon, on voulait vous en faire part un petit peu de la mission centrale de la Fondation. Donc, c'est une fondation qui a été co-créée par deux femmes dont l'expérience avec la ménopause a été assez difficile pour constater malheureusement à leur dépens du manque de ressources et d'informations sur la ménopause et puis dans une volonté de s'assurer que aucune autre femme traverse une épreuve aussi difficile comme ça a été leur cas, ont mis sur pied cette fondation-là dont la mission est ici le résumé sur la diapositive. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de s'assurer
qu'on comble l'écart de connaissances et d'informations par rapport à la ménopause. Ça va autant auprès des professionnels de la santé en première ligne jusqu'à les gens du grand public et les femmes, bien entendu, elles-mêmes, pour qu'elles connaissent mieux les symptômes les actions possibles là, pour venir aider leur situation. On veut aussi s'assurer que toutes les femmes au Canada puissent avoir un accès équitable au traitement et aux soins en lien avec la ménopause. Ça va autant que c'est des médicaments de prescription qui peuvent aider, que ce soit aussi des soins tels que de confort comme la physiothérapie, peu importe, que les femmes vraiment puissent avoir un accès pour se sentir mieux, puis à traverser cette phase importante de leur vie avec confiance et bien-être. Et puis aussi de créer des milieux de travail qui tiennent compte de la ménopause. C'est un passage de la vie où les femmes sont souvent à l'apogée de leur carrière, prêtes à prendre des postes de direction ou peu importe le genre de poste qu'elles occupent dans les milieux de travail. Elles sont essentielles pour notre productivité, notre économie canadienne et elles méritent d'avoir des lieux de travail qui tiennent compte de la ménopause et ça fait partie de notre mission. L'autre point important de mentionner, c'est que dans un contexte où aujourd'hui l'information est partout, c'est la qualité de l'information qui est vraiment très importante aussi, de s'assurer que nos sources sont crédibles, qu'elles sont basées sur des données probantes. C'est une des raisons pour laquelle, en fait, la Fondation fait affaire avec un comité médical qui nous appuie notre travail et s'assure que toute l'information qui est diffusée et communiquée de la part de la Fondation euh, s'appuie effectivement sur des données probantes. Donc, vous pouvez avoir la confiance quand vous visitez le site web de la Fondation, quand vous accédez à nos ressources, que ces informations-là sont solidement basées sur la science. Et puis, vous voyez ici, Dr Bouteau fait partie de ce comité-là et vous aurez la chance de l'entendre plus tard ce soir. Et je vous invite à en apprendre davantage sur la Fondation, à regarder les ressources. On a plusieurs ressources dont que ce soit pour vous-même ou si vous êtes un proche aidant ou un partenaire qui accompagne une femme qui vous est chère, qui traverse cette période-là de leur vie. Les ressources sont sur le site web. C'est gratuit. Il n'y a pas de paiement à faire. Et puis, il y a de l'information aussi pour être à l'affût des nouvelles. Au fur et à mesure qu'on les sort, nos plateformes de médias sociaux sont aussi, on est aussi actifs sur plusieurs plateformes. Alors, je vous invite à nous suivre. Et je sais qu'il y avait, il y aura la chance aussi à la fin du webinaire, mais puis vous avez peut-être eu la chance tantôt de prendre une photo du code QR qui est ici, mais je vous invite à le faire pour visiter le site web de la Fondation pour en apprendre davantage. Alors, merci et je vous souhaite un excellent webinaire ce soir. Bien, merci infiniment, Brigitte, pour votre présence et pour le travail essentiel que vous accomplissez avec la Fondation canadienne de la ménopause. Votre engagement contribue réellement à changer la façon dont l'étape de vie est comprise et vécue. On va maintenant accueillir la docteure Bouteau, qui nous accompagnera tout au long de la soirée pour clarifier plusieurs notions clés et nous aider à mieux comprendre les différentes phases de la ménopause. Oups, désolée, j'ai été trop vite. Alors, docteur Bouteau, pour commencer, on entend souvent les termes périménopause, ménopause, parfois même postménopause qui sont utilisés un peu comme de façon interchangeable. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre la différence entre ces étapes et, dans la même lancée, comment ces phases peuvent-elles influencer les enjeux de santé comme l'arthrite ou l'aggravation des douleurs articulaires? Alors, on va parler un petit peu donc de définition de base pour juste s'assurer qu'on ait un langage commun pour commencer. Puis après ça, on va rentrer un petit peu plus dans les spécificités liées à l'arthrite et aux conditions musculo-squelettiques et articulaires. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par périménopause et ménopause? Alors, la ménopause, c'est vraiment la définition, c'est qu'on a atteint 12 mois sans menstruation entre l'âge de 45 et 55 ans. Donc, c'est important de noter qu'avant 45 ans, c'est un processus qui est considéré anormal d'arrêter les menstruations et donc ça nécessite des investigations. Et ça peut arriver chez environ 5 à 7 des patientes d'arrêter les menstruations avant l'âge de 45 ans, mais ça nécessite absolument une consultation spécialisée, une évaluation spécifique.
Donc, c'est 90% des femmes qui vont avoir leur ménopause entre 45 et 55. Puis l'âge moyen de la ménopause au Canada, c'est 51 et demi. Donc, entre 51 et 52 ans. Il est certain que la ménopause, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, quand on parle de périménopause, ça va être vraiment la période qui précède l'arrivée complète de la ménopause où on va commencer parfois à voir apparaître des symptômes. Et on va voir que en fait, donc la phase de périménopause peut être des fois beaucoup plus challengeante pour les patientes et pour les professionnels de la santé que la phase de ménopause parce que vous le voyez ici, en préménopause, les femmes, on vit quand même avec un rythme inhérent, cyclique au niveau hormonal, où on a une production d'estrogène, l'ovulation, la production de la progestérone, l'arrivée des menstruations qui sont vraiment faite avec une synchronie et un rythme qui est propre et qui est régulier et qui est très synchronisé. Mais quand on arrive à la périménopause, on a une perte de cette synchronie et donc la symphonie ne fonctionne plus. Le chef d'orchestre n'est plus à son poste et on peut avoir l'estrogène qui part d'un bord, la progestérone qui vient pas ce mois-là, qui revient en double le mois suivant. Et donc, vous le voyez ici sur le graphe, la périménopause, c'est vraiment une période de chaos hormonal. Et cette période-là est très variable en durée. Donc, il y a des femmes qui vont la voir apparaître vraiment l'année avant que les règles arrêtent puis d'autres femmes qui vont la voir apparaître 5, 6, 7 ans avant l'arrêt complet des règles. Et donc, plus communément, si on voit que l'âge moyen de la ménopause, c'est 51-52, bien souvent, ça va être des symptômes qui vont apparaître mi et fin de quarantaine pour la majorité des patientes. Puis c'est vraiment la période qui est la plus instable. Alors, les symptômes peuvent fluctuer, ils vont varier, ils ne sont pas stables, ils sont pas, un mois, ils vont être là, le mois suivant, ils ne vont pas être là. Et donc, c'est la période qui va présenter le plus de défis en termes de traitement et de gestion parce qu'il n'y a pas de stabilité. Une fois que la ménopause est atteinte, on trouve une nouvelle forme de stabilité. On perd la cyclicité de la fabrication hormonale et des règles, mais on a à nouveau un système qui est plus stable et qui est prévisible d'une certaine façon. Et donc, ça devient un petit peu plus facile à nouveau d'ajuster le traitement et de savoir un peu à quoi s'attendre pour les patients. Puis une fois qu'on est ménopausé, on le voit sur la diapo précédente, une fois qu'on est ménopausé, donc, ben, cet état qui arrive après la ménopause va être persistant jusqu'à la fin de la vie. Puis la ménopause, ça peut vraiment atteindre quasiment tous les systèmes et tous les organes potentiels. Il y a des symptômes qui sont très fréquents, d'autres qui le sont beaucoup moins, et la liste est beaucoup plus longue que ce que vous voyez ici sur la diapo. Et ça ne veut absolument pas dire que c'est une liste qui va arriver à toutes les patientes et au même degré. Donc, dans les symptômes très, très fréquents, on va retrouver les symptômes vasomoteurs qu'on décrit communément comme les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes, les troubles du sommeil, les manifestations au niveau de l'humeur et les changements cognitifs. On ne parle pas ici de démence précoce, on parle plutôt de changements cognitifs de concentration et parfois des petits changements dans la mémoire verbale, donc la mémoire des mots. Vous avez quelqu'un devant vous, puis tout d'un coup, vous la connaissez bien, cette personne, mais le nom vous échappe tout d'un coup. Vous descendez dans la cuisine, puis vous avez oublié pourquoi vous êtes descendu dans la cuisine. Mais ce qui est rassurant, c'est que ce n'est pas des signes de démence précoce, mais effectivement, vous pouvez avoir atteint ces petits changements très subtils cognitifs qui peuvent vous interpeller. Au niveau métabolique, on sait que l'arrivée de la ménopause change drastiquement le profil de risque au niveau cardio-métabolique. Donc finalement, on perd la protection des estrogènes et on va rejoindre le risque cardio-métabolique des hommes qui ont un risque cardio-métabolique qui est plus élevé, plus jeune. Puis tranquillement, avec la ménopause, on finit par les rejoindre. Au niveau de la fonction sexuelle, on peut avoir des enjeux de baisse de libido, mais aussi de douleur. Au niveau musculo-squelettique, on va en parler un petit peu plus. On va retrouver les douleurs articulaires, la baisse de masse musculaire, mais aussi la baisse de masse osseuse. Et on peut aussi voir des changements au niveau de la peau, du muqueuse, des cheveux et effectivement l'appareil génito-urinaire, des changements qui sont très fréquents et bien documentés au niveau de la sécheresse, de l'inconfort, des changements urinaires, la fréquence mictionnelle, les urgences et les infections urinaires à répétition qui font partie du spectre des symptômes de la ménopause au niveau génital et urinaire. Par contre, il faut vraiment se rappeler qu'il n'y a pas de syndrome de la ménopause universelle. Donc, certaines patientes vont avoir plus de troubles du sommeil, moins de bouffées de chaleur, d'autres vont avoir principalement des bouffées de chaleur, d'autres patientes vont avoir des douleurs articulaires et pas du tout de bouffées de chaleur. Certaines patientes vont avoir des changements de poids, d'autres non.
Donc, il y a vraiment un éventail très, très variable de symptômes et de sévérité et de fréquence qui vont varier d'une femme à l'autre. Alors, souvent, on me pose la question, mais est-ce que je vais avoir un dosage de mes hormones? J'aimerais vraiment savoir où j'en suis. Et en fait, le dosage des hormones, ben, si vous vous référez à la diapo que je vous ai présentée sur la périménopause, ben, un moment, ça va être en haut, un moment, ça va être en bas. D'un mois à l'autre, d'un jour à l'autre, on va être à des niveaux drastiquement différents. Donc, finalement, c'est pas tant aidant pour poser le diagnostic, hein. Cette période de chaos hormonal, les niveaux sont variables, ils sont fluctuants, ils nous aident pas à vous prendre en charge ou très rarement. Ce qui est vraiment le plus aidant pour aller ajuster votre traitement et prendre une décision de traitement et potentiellement de choisir le bon traitement pour vous, c'est vraiment les trackers de symptômes. Donc, un calendrier de symptômes avec votre cycle, si vous avez encore un cycle, quand est-ce que le sommeil est moins bon, quand est-ce que ça va mieux. Ça va être très utile pour moi pour vous aider à choisir est-ce qu'on a besoin d'un traitement, est-ce qu'on est rendu là, dans quelle phase vous êtes. Donc, je vous ai mis ici l'outil du suivi des symptômes de la ménopause de la Fondation. Il y en a d'autres, mais juste d'imprimer un calendrier puis de noter les symptômes que vous voyez apparaître sur le calendrier en relation avec votre cycle, c'est super, super utile. Puis tout ce qui a rapport avec les maladies, notamment rhumatologiques et l'arthrite, ben, il faut comprendre que la ménopause, c'est un état inflammatoire léger chronique. Donc, avec le déclin hormonal, ça va déclencher une inflammation qui est de bas grade et persistante, et cet état-là va persister. Donc, les hormones reproductives ont un rôle anti-inflammatoire et on perd leur protection avec l'arrivée de la ménopause. Alors, au niveau des changements de santé, donc au-delà des symptômes, on va voir donc un risque accru de perte de masse osseuse et donc de fractures liées à l'ostéoporose. Et on voit aussi un risque accru de maladies cardiovasculaires. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, avec l'arrivée de la ménopause, on va finalement perdre la protection que les hormones reproductives nous offraient à nous les femmes, joindre le risque cardiovasculaire qu'on constate chez les hommes. Donc, on va voir une augmentation de la masse graisseuse, particulièrement au niveau de l'abdomen et aussi en intra-abdominal, donc dans le ventre, une partie qui n'est pas visible pour vous, mais qui est visible pour nous en chirurgie et qui peut être inflammatoire et nuire à votre santé cardiovasculaire. On voit une augmentation du taux de cholestérol, une aggravation de la résistance à l'insuline et donc de la contrôle du sucre et une diminution de la souplesse des vaisseaux sanguins. Donc ça peut se manifester par de l'hypertension. Au niveau articulaire, donc les douleurs articulaires et musculaires sont fréquentes pendant la ménopause et atteignent leur pic vers la fin des menstruations. Et ça peut être décrit comme des douleurs généralisées, des raideurs ou des courbatures, une moins grande récupération après les efforts physiques. Ça peut toucher les genoux, les hanches, le dos, les épaules ou les mains. Et c'est lié en fait à la baisse des taux d'estrogène, mais aussi potentiellement la progestérone également. Et ça peut être aggravé par la perte de poids et l'inactivité. Donc, si en plus on a des bouffées de chaleur, on est épuisé, on dort mal, mais c'est certain que l'activité physique ne va pas être la priorité. Donc, tout ça, ça peut se combiner ensemble. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que c'est rarement une jointure isolée. Donc, la patiente qui me dit, j'ai juste une problématique à ma main droite ou à mon épaule gauche, mais tout le reste va bien, ça, c'est moins typique. Alors, on a eu une très belle publication qui est parue en 2024 qui a nommé donc le syndrome musculo-squelettique de la ménopause et qui fait un petit peu le point sur les connaissances qu'on a et les différentes manifestations musculo-squelettiques que les patientes peuvent avoir. Et donc, ça peut se manifester par des douleurs articulaires ou musculaires, principalement sous la forme de raideur. Perte de masse musculaire, donc on va voir que même les gens qui s'entraînent ou qui sont très actifs physiquement peuvent avoir de la difficulté à accumuler de la masse musculaire alors qu'ils n'avaient pas de difficulté avant, ou même à la maintenir. On va avoir une perte osseuse. Alors ça, c'est pas visible à l'œil nu, ça se mesure en ostéodensitométrie et on voit une augmentation des lésions tendineuses et ligamentaires, donc avec un plus grand risque de blessure et un plus grand temps de récupération, euh, notamment post-effort ou après blessure. Puis les femmes qui souffrent de maladies rhumatologiques ou inflammatoires
certaines formes d'arthrite particulièrement, peuvent présenter une aggravation des symptômes articulaires et davantage de poussée pendant la période de ménopause. Donc, toutes les fluctuations hormonales, que ce soit la grossesse, la puberté ou la ménopause, peuvent débalancer des maladies inflammatoires ou auto-immunes qui étaient pourtant stables. Alors, on peut aussi retrouver les symptômes communs qui font que des fois, on va retarder le diagnostic. Parfois, la ménopause a le dos large et les patientes se font dire: «Ah, c'est juste la ménopause», alors qu'en réalité, on va finalement trouver une maladie auto-immune ou rhumatologique parce que la polyarthrite rhumatoïde peut ressembler à la ménopause pour certains aspects, notamment la fatigue, les raideurs, les difficultés de sommeil, et ça peut rendre difficile la distinction entre l'un et l'autre. Et il peut y avoir des symptômes qui sont multifactoriels. Donc oui, la ménopause peut venir aggraver les symptômes de polyarthrite rhumatoïde et vice-versa. Alors, on peut ressentir davantage de douleurs ou de symptômes, même si les tests et les examens ne montrent aucun signe d'inflammation accrue. Et il faut savoir que les femmes ménopausées présentent globalement un risque beaucoup plus élevé de maladies auto-immunes globalement, donc que ce soit au niveau de la thyroïde, mais aussi au niveau rhumatologique, dont la polyarthrite rhumatoïde fait partie. Et ce risque est encore plus accru si votre ménopause est arrivée avant l'âge de 45 ans. Donc, les femmes les plus jeunes sont encore plus à risque. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'avec l'arrivée de la ménopause, exacerber des pathologies qui étaient connues et stables, mais ça peut aussi amorcer l'apparition de nouvelles maladies rhumatologiques. Pour les patientes qui ont des maladies rhumatologiques déjà connues, on sait que la ménopause peut avoir un impact sur leurs symptômes et notamment l'évolution connue en moyenne. Il y a toujours des gens qui vont se comporter différemment de la moyenne, mais souvent, la polyarthrite rhumatoïde va avoir tendance à l'aggravation. Au niveau du lupus, par contre, on peut avoir une amélioration relative. Le Sjögren a tendance à s'aggraver. Et pour la sclérodermie, le destin est plutôt mixte et donc c'est plus difficile de trancher. Il y a autant des gens qui vont s'améliorer que d'autres qui vont s'aggraver. Donc la ménopause peut définitivement, débalancer des conditions qui étaient stables, en mieux ou en bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des recommandations qui ont été émises par rapport à l'utilisation des traitements hormonaux, à l'arrivée de la ménopause en fonction du type de maladie rhumatologique. Et donc ici, ce sont les directrices, du Collège américain de rhumatologie qui date de 2020 et qui font des recommandations par rapport au type de maladie, rhumatologique et les recommandations par rapport à l'hormonothérapie. Donc, on voit par exemple que les maladies rhumatismales, sans syndrome, de Luppic, et sans syndrome, antiphospholipide, l'utilisation, de l'hormonothérapie est tout à fait adéquate et recommandée. Chez celles qui ont une maladie avec un lupus systémique, alors là, il faut faire plus attention. C'est les patientes qui ont, un syndrome des antiphospholipides avec des antécédents thromboemboliques ou obstétricaux. Alors là, l'hormonothérapie est beaucoup plus, au cas par cas. Elle n'est pas recommandée de façon systématique. Pour toutes les patientes qui souffrent de conditions rhumatologiques, les estrogènes par la voie de la peau sont à privilégier, étant donné le risque augmenté de maladies thromboemboliques avec ces maladies auto-immunes et inflammatoires. Donc, c'est important, si vous souffrez de symptômes ménopausiques, d'aller et que votre médecin ou votre rhumatologue n'est pas confortable avec l'évaluation pour l'hormonothérapie. C'est important de vous adresser vers quelqu'un qui est formé et qui est bien au courant et qui connaît ses recommandations afin de pouvoir vous faire une évaluation qui est juste et appropriée et adaptée à votre condition médicale. Alors, il y a beaucoup de cliniques qui offrent des approches un peu one size fit all, qui vont des protocoles, puis qui vont marcher selon un algorithme. Ça, c'est vraiment pas le type de fournisseur de soins que vous aimeriez avoir si vous avez une condition médicale très particulière. Alors, quelles sont les options thérapeutiques pour la phase de ménopause si vous avez des symptômes? Il y a, les changements des habitudes de vie, il y a aussi les traitements non pharmacologiques et les traitements pharmacologiques. Et dans les traitements pharmacologiques, on va retrouver les traitements hormonaux et les traitements non hormonaux. Dans les traitements pharmacologiques, l'hormonothérapie est vraiment considérée comme le standard de soins. C'est le traitement le plus efficace
en matière de soulagement des symptômes de la ménopause si vous ne présentez pas de contre-indication médicale à l'utilisation de l'hormonothérapie systémique. Donc, on parle ici d'hormonothérapie qui va circuler dans l'ensemble de votre corps. Donc, le traitement hormonal de la ménopause, ça constitue le traitement de première intention pour les symptômes vasomoteurs, mais aussi d'autres manifestations liées à la ménopause. Chez les femmes qui ont moins de 60 ans ou dont la ménopause remonte à moins de 10 ans en l'absence de contre-indication. La durée du traitement doit être adaptée au cas par cas en fonction de vos besoins, de vos priorités et de vos symptômes. Et dans les contre-indications, on va retrouver un antécédent personnel de cancer du sein ou un autre cancer hormonosensible, des antécédents personnels de maladies cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébrales et des antécédents de troubles de la coagulation. Donc, c'est bien important d'avoir une évaluation qui est appropriée à votre condition médicale, surtout si vous avez des contre-indications. Il faut que vous ayez un examen détaillé de votre dossier. Les hormones bioidentiques, on en entend beaucoup parler, mais il faut vraiment se rappeler que les hormones bioidentiques, il n'y a pas de définition scientifique reconnue. Donc, on peut désigner n'importe quoi, hormones bioidentiques, et n'importe qui peut utiliser ce terme sans aucun contrôle ou supervision. C'est un terme qui a été développé pour le marketing dans le début des années 2000, après l'étude de la Women's Health Initiative pour commercialiser principalement des préparations magistrales. Alors, c'est vraiment important de préciser quand quelqu'un vous parle d'hormones bioidentiques, qu'est-ce que la personne veut dire par ça? Parce que selon à qui vous vous adressez, ça peut vouloir dire des choses très différentes. Il n'y a pas de consensus sur la définition. Donc, pour certaines personnes, ça va désigner des préparations magistrales en crème, en gélule, en capsule, en granule, qui sont actuellement non recommandées parce qu'il n'y a aucune supervision sur la préparation magistrale et donc ils ne sont pas tenus de rapporter leurs effets secondaires, leur sécurité ou leur efficacité. Si le bioidentique veut désigner pour votre interlocuteur l'hormone la plus proche ou si possible identique à celle que vous avez dans votre corps, alors sachez qu'il existe des produits d'hormonothérapie approuvés par Santé Canada qui remplissent cette définition et qui sont similaires ou identiques à celle qui est présente dans le corps de la femme. Et ce sont actuellement les formulations qui sont recommandées pour, je vous dirais, la grande majorité des patientes. Il y a quelques exceptions, mais la majorité des patientes peuvent bénéficier d'un traitement d'hormonothérapie approuvé par Santé Canada qui est similaire ou identique à celle des hormones qui circulent dans votre corps. Donc, bien préciser, quand on parle de bioidentique, on parle de quoi? L'hormonothérapie systémique, donc l'hormonothérapie qui voyage à travers votre corps, pas juste au niveau du vagin, peut traiter différentes choses. Donc, il traite très bien les symptômes vasomoteurs, les bouffées de chaleur, mais ils peuvent aussi avoir un intérêt en protection osseuse contre l'ostéoporose et les fractures associées, pour les troubles de l'humeur, les douleurs articulaires et les troubles du sommeil en transition ménopausique. Donc, je dis bien en transition parce qu'une femme qui est ménopausée depuis 5, 6, 7, 8 ans et qui va développer un trouble de l'humeur, à ce moment-là, l'hormonothérapie n'a pas été démontrée efficace. Par contre, pour la patiente qui commence à avoir des cycles menstruels qui sautent, qui s'absentent et qui disparaissent ou qui est dans les premières années après que l'arrêt des règles soit arrivé, alors c'est vraiment là que l'hormonothérapie peut être efficace pour les douleurs articulaires et l'humeur. Au niveau des symptômes articulaires, donc actuellement, Santé Canada ne reconnaît pas les douleurs articulaires comme étant une indication ou une raison d'utiliser l'hormonothérapie. Par contre, il y a quand même des publications scientifiques et les lignes directrices internationales qui disent que ça peut être utilisé en s'assurant bien évidemment qu'il n'y ait pas un autre diagnostic qui pourrait expliquer les douleurs articulaires, donc de ne pas rater un diagnostic de maladie comme une polyarthrite rhumatoïde, mais que le traitement hormonal peut être utilisé pour atténuer les douleurs associées. Par contre, on n'a pas d'études très détaillées qui évaluent spécifiquement l'hormonothérapie sur les symptômes et l'activité de la maladie, la patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde ou d'ostéoarthrite. Et en fait, pour les maladies auto-immunes, je vous en ai parlé tantôt, il y a plus de données sur l'arthrose, beaucoup moins, et les données étaient beaucoup moins encourageantes. Donc, habituellement, la décision d'un début d'un traitement d'hormonothérapie systémique, c'est plutôt fondé sur l'ensemble des symptômes que vous rapportez et non pas juste sur les douleurs articulaires, bien que parfois
on peut faire des exceptions et on peut faire un essai si on est bien sûr que ce n'est pas une autre condition médicale qui se cache en dessous. Quand on parle d'hormonothérapie, il faut bien distinguer l'hormonothérapie systémique, donc qui agit directement dans la circulation sanguine et qui traite les symptômes dans tout le corps, versus des préparations topiques ou locales, qui sont vraiment destinées au traitement du syndrome génito-urinaire avec un effet localisé au niveau du vagin et de la vessie. Pour l'hormonothérapie topique, les contre-indications sont très limitées. C'est principalement une patiente qui aurait un saignement non évalué par voie vaginale. Mais sinon, la grande majorité des patientes peuvent utiliser un traitement topique en toute sécurité, peu importe leur âge et leurs antécédents médicaux. Les traitements locaux sont très efficaces pour traiter les problématiques au niveau de la sphère génito-urinaire, notamment la sécheresse vaginale, les douleurs lors des relations sexuelles, les symptômes urinaires, dont la fréquence, les urgences ou les infections peuvent faire partie, et les traitements locaux à base d'estrogènes ou hormonaux à base de DHEA sont très efficaces pour soulager ces symptômes et ils sont très sécuritaires. Ils ne sont pas du tout associés avec des risques cardiovasculaires, aucune augmentation du risque d'avoir des caillots du sang et aucune augmentation au niveau des risques de cancer. Dans les traitements non pharmacologiques, donc les traitements qui ne sont pas, excusez-moi, qui ne sont pas des traitements sur prescription, vous voyez dans la boîte jaune, en fait, toutes les choses qui peuvent être, qui peuvent avoir été recommandées, mais qui en fait n'ont pas été démontrées efficaces et qui finalement vont parfois retarder la mise en place d'un traitement efficace et vous laisser finalement avec des symptômes et une souffrance non soulagée plus longtemps. Donc, dans ce qui a été recommandé, vous trouvez ici dans la boîte bleue ce qui a été vraiment prouvé efficace et vous allez retrouver la thérapie cognitivo-comportementale, l'hypnose, l'acupuncture et la perte de poids pour les patientes souffrant d'obésité. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de faire du yoga pour la santé, mais pour les symptômes ménopausiques, ça n'a pas été prouvé plus efficace que d'utiliser un traitement placebo. En 2025 est apparue une nouvelle classe de médicaments qui sont des traitements non hormonaux des symptômes vasomoteurs. Et ça a été une grosse révolution pour les patientes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas prendre d'hormonothérapie parce que ces traitements sont beaucoup plus efficaces que tout ce qu'on utilisait jusqu'à maintenant. Donc, ils soulagent de plus de 50% les symptômes vasomoteurs, bouffées de chaleur sueur nocturne après 4 semaines et jusqu'à 75% après 4 mois. Et ils sont associés avec une amélioration significative du sommeil et de la qualité de vie globale. Donc ça, pour les patientes ou les femmes qui ne peuvent pas, ne souhaitent pas ou n'ont pas toléré le traitement d'hormonothérapie, c'est une excellente option de traitement. C'est radical en termes d'amélioration pour les patientes, notamment mes patientes qui ont eu des cancers, qui ne peuvent pas utiliser l'hormonothérapie. Ça change drastiquement leur qualité de vie. Donc, très grosse avancée en 2025 dans ce domaine. Et est-ce qu'il y a d'autres solutions aussi efficaces qu'on peut rajouter pour mieux gérer ces symptômes et mieux apprivoiser la transition ménopausique et aussi le vieillissement chronologique? Alors, dans les piliers essentiels à la santé cardio-métabolique et aussi cérébrale, on va retrouver donc l'équilibre mental, limiter les comportements à risque comme le tabac, l'alcool, optimiser la nutrition et principalement l'apport en protéines qui est souvent très faible chez les femmes. Optimiser le plus possible un sommeil récupérateur parce que le sommeil est fortement associé avec des risques cardiovasculaires augmentés. De fréquenter des personnes qui vous apportent du bien-être au niveau social et au niveau de la stimulation psychologique et mentale et d'incorporer le mouvement le plus possible. Donc ça, ce sont vraiment les piliers essentiels il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour les mettre en place. Donc, il y a toujours la possibilité d'agir sur ces différents outils et éléments. Alors, je vous les ai mis ici, mais je pense qu'on avait beaucoup de questions, alors on ne va pas trop tarder à prendre la période de questions, mais l'augmentation en protéines, très, très important, hein, 20 à 40 grammes par repas pour essayer de cibler plus que 100 grammes par jour. Et vous verrez, c'est très, très rare, hein, si vous regardez votre nutrition, que vous les atteigniez. Et c'est vrai pour la majorité des patientes. On va aussi privilégier l'apport en oméga 3 et une alimentation riche en fibres. Donc, vraiment l'alimentation qui est reconnue scientifiquement plus de protéines, plus de fibres, plus d'oméga 3.
Et réduire progressivement ou éviter la consommation d'alcool qui dégrade l'architecture du sommeil et qui a aussi un effet inflammatoire et qui a aussi un effet au niveau des fonctions cognitives. Le sommeil est important, donc d'avoir une bonne hygiène de sommeil, de le prioriser, c'est important et de traiter tout ce qui nuit à votre sommeil. Donc, si vous faites de l'apnée, traitez l'apnée. Si vous faites des urgences mictionnelles la nuit, les traitements hormonaux locaux sont là pour ça. Donc, de diminuer tous les perturbateurs du sommeil que vous puissiez avoir et la gestion du stress avec le mouvement, toutes les techniques de respiration et de gestion du stress sont aussi favorables. Alors, j'espère que ça vous aura appris quelques petites choses et puis on va ouvrir la période de questions. Merci infiniment pour la présentation et pour tout ce que vous avez déjà pris le temps d'aborder avec nous. Alors, évidemment, oui, on avait reçu plusieurs questions avant et on en a reçu plusieurs pendant le webinaire. Avant de passer à la période de questions-réponses, je souhaite vous rappeler que l'invité d'aujourd'hui ne pourra pas ni poser de diagnostic ni offrir de conseils médicaux personnalisés. Et comme toujours, on sait qu'il y a certaines questions qui sont hyper pertinentes puis qu'on ne pourra pas traiter. On va se concentrer sur celles qui sont directement liées au thème de la soirée qui est déjà très vaste. Mais ce qu'on espère, c'est que les échanges vont aussi vous apporter des éléments pour discuter avec vos professionnels de la santé. Et je veux aussi rassurer tout le monde parce que je sais que je l'ai vu passer, puis il y a sûrement des gens qui vont se poser la question. Dans les ressources que vous allez recevoir par courriel suite au webinaire, j'ai pris la peine d'ajouter l'outil de diagnostic, l'outil de suivi des symptômes de la Fondation de la ménopause. Donc, c'est toujours un très bel outil de prendre, c'est toujours une très belle idée de prendre des notes de ces symptômes pour se préparer à son rendez-vous avec le médecin. Alors, docteur Bouteau, on a eu plusieurs questions. Euh, je vais en poser une. Je sais que vous l'avez abordée. Si vous pouviez peut-être juste revenir, on a eu plusieurs questions pendant le webinaire. Est-ce qu'il y a eu, vous avez parlé d'arthrite de type inflammatoire beaucoup. Est-ce que on sait s'il y a eu si la ménopause a aussi des impacts sur l'arthrose? Alors, pour l'arthrose, les données étaient un petit peu moins encourageantes versus les maladies auto-immunes inflammatoires. Donc, on sait quand même qu'il y a une dégradation de la lubrification des cartilages, qu'il y a une plus grande difficulté de réparation cellulaire. Donc, s'il y a eu une blessure inflammatoire, ben, elle a plus de risque de se perpétuer versus de se guérir. Donc, je pense qu'on voit qu'il y a une accélération potentiellement de la dégradation articulaire. Par contre, est-ce qu'on sait si le fait d'utiliser un traitement hormonal atténue ou minimise ou annule complètement cet effet? Malheureusement, la réponse est qu'actuellement, non. Donc, les effets de l'hormonothérapie sur tout ce qui est de l'arthrose étaient beaucoup moins encourageants que sur les arthrites inflammatoires, par exemple. Et on va espérer qu'on trouve des percées rapidement. Une question qui est super importante, est-ce qu'il y a des risques à combiner les traitements de la ménopause et les traitements de l'arthrite inflammatoire? Alors, a priori, c'est sûr qu'il faut toujours évaluer les molécules que vous avez, hein. Il y a énormément de nouvelles molécules au niveau du traitement immunologique, des anticorps. Ça progresse très rapidement dans ce domaine. Donc, a priori, il n'y a pas de contre-indication juste basée sur la molécule que vous utilisez, mais il faut garder quand même votre état de santé global, puis s'assurer que ça ne nuit pas au niveau pharmacologique, donc que ça ne nuit pas à l'absorption de votre traitement ou à son efficacité. Donc, parfois, ça peut changer le métabolisme de certains traitements. Donc, votre pharmacien est habituellement le plus outillé pour regarder les interactions médicamenteuses, mais avec l'hormonothérapie, il y en a très peu, en fait, hein, parce que on va utiliser des hormones qui existent naturellement dans votre corps. Donc, habituellement, on va pas, une femme qui n'est pas encore ménopausée, on ne va pas lui bloquer ses menstruations pour faciliter le traitement de la condition inflammatoire. Donc, en général, il n'y a pas de contre-indication ou d'interaction majeure. Et est-ce que vous pouvez, en périménopause, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi les symptômes vont autant fluctuer selon les cycles? Mais c'est que votre pattern hormonal, il est plus stable et prévisible. Donc, la courbe très linéaire qu'on voit de l'augmentation de l'estrogène qui redescend après l'ovulation, et puis la courbe de la progestérone qui vient avec l'ovulation puis qui diminue après, ça va plus être ça.
Et donc, des fois, on va avoir un pic d'estrogène, puis pouf, on va en avoir un deuxième, puis là, ça va redescendre. Puis la progestérone, il y a certains mois, elle va faire une petite courbe, puis il y a des mois où elle va pas être là du tout. Et donc, ça fait que votre rythme hormonal n'est plus aussi précis et synchronisé. Et donc, il y a des mois où vous allez produire plus d'estrogène, des mois où vous allez en avoir moins, des mois où vous allez avoir une bonne production de progestérone, puis d'autres moins. Et donc, c'est vraiment pour ça que les symptômes sont instables. C'est parce que la base hormonale sous-jacente n'est pas stable et elle fluctue énormément. Donc, souvent, les patientes en périménopause me disent, mais je perds mes estrogènes. Et en fait, non, souvent, c'est l'inverse. Elles en ont énormément dans cette phase-là parce qu'il y a des pics d'estrogènes multiples dans le cycle qui vont se faire. Et c'est un mécanisme pour aller chercher les dernières ovulations. Le cerveau envoie un message qui est plus fort aux ovaires et c'est comme si vous criez à quelqu'un d'agir. Ben, il va peut-être réagir encore plus fort, puis finalement, vous n'avez pas un manque d'estrogène, vous avez des très grandes fluctuations et des très gros pics d'estrogène. Donc, c'est là qu'il faut faire attention de est-ce qu'on rajouter des hormones en fonction de vos symptômes, de là où vous en êtes dans la transition? Est-ce que c'est forcément la bonne réponse? Et si oui, quelle hormone? Parce qu'à la ménopause, les hormones baissent, mais en périménopause, elles peuvent être très hautes et très fluctuantes. C'est une des questions aussi qui est revenue beaucoup pendant le webinaire, euh, au niveau de quand est-ce qu'on devrait débuter l'hormonothérapie, est-ce que c'est correct de débuter en périménopause et quand est-ce qu'on devrait envisager de le cesser. On a beaucoup de gens qui sont en post-ménopause et qui ont encore beaucoup de symptômes ménopausiques. Est-ce que on peut continuer l'hormonothérapie pendant un certain temps? Alors, les recommandations actuelles, et ça a changé déjà depuis plusieurs années, avant, vous aviez la notion qu'après 5 ans ou à l'âge de 60 ans, il fallait arrêter. Puis ces notions-là sont vraiment basées sur des données qui sont erronées. Donc, aujourd'hui, la recommandation, c'est que si vous avez démarré de l'hormonothérapie, puis que votre santé est bonne, que vous n'avez pas développé de contre-indications ou des facteurs de risque qui font que d'utiliser des hormones deviendrait inapproprié ou plus à risque, et que vous en bénéficiez encore, eh bien, vous pouvez continuer le traitement aussi longtemps que vous le souhaitez. Des fois, avec le temps, on va ajuster un petit peu les doses. Des fois, si on prenait de l'estrogène par la bouche, on va passer à l'estrogène par la peau. Donc, on peut ajuster un petit peu votre traitement pour qu'il soit le plus sécuritaire possible et le plus adapté possible aux mesures qu'on avance dans l'âge. Mais il n'y a pas d'âge limite ou de temps limite pour utiliser et continuer votre traitement. Donc, ça, ces notions-là, elles sont vraiment périmées. On espère que certains médecins qui nous écoutent, parce que je l'entends encore Ah régulièrement. oui, j'ai encore des patientes aussi qui me disent qu'on leur a dit qu'eux et elles sont venues prendre un deuxième avis avant d'arrêter. Puis l'autre question, c'était quand est-ce que c'est le bon moment pour démarrer? Et en fait, on sait que le meilleur moment pour démarrer, c'est avant l'âge de 60 ans ou avant que vous ayez atteint 10 ans depuis vos dernières règles. C'est là où vous avez le plus grand bénéfice au niveau de l'utilisation de l'hormonothérapie. Donc, on voit quand même que la fenêtre est assez large. Donc, des fois, je vois des patientes très inquiètes qui me disent, mais est-ce que je vais rater la fenêtre? La fenêtre, elle est quand même large. Donc, si vous n'êtes pas sûr, c'est correct de prendre un temps de réflexion. Tu sais, c'est correct de se donner quelques semaines, des fois quelques mois pour dire, ben, est-ce que mes symptômes vont encore bouger ou pas? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis pas prête? Il y a pas d'urgence ou il y a très rarement d'urgence à décider de mettre en place un traitement. Souvent, l'urgence, c'est que les gens traînent très longtemps avec leurs symptômes puis arrivent à un stade où ils sont complètement brûlés, épuisés. Puis là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ils ne sont plus capables de travailler, ils sont trop fatigués, ils manquent tellement de sommeil qu'à la maison, ça ne va plus, ils sont tellement irritables. Donc, finalement, des fois, l'urgence, c'est parce qu'on a attendu trop longtemps avant de consulter puis de venir chercher un traitement efficace. Mais si vous n'êtes pas sûr, il y a toujours le temps de réflexion tout à fait qui peut être fait. Puis c'est très rare que les patientes vont manquer cette fenêtre d'opportunité de prendre le traitement. C'est très rassurant. Est-ce que les recommandations vont différer pour les gens qui ont subi une hystérectomie ou une ménopause chimique par l'ablation de l'endomètre, par exemple, ou autre chose? Oui, donc des fois, on va ajuster un petit peu le traitement. Donc, selon le type de chirurgie que vous avez eu, on adapte votre traitement. Donc, les patientes qui n'ont plus d'utérus n'ont pas forcément besoin d'utiliser de la progestérone. Certaines en auront besoin pour contrôler leurs symptômes, d'autres non.
Donc ça, c'est un peu variable au cas par cas. Mais oui, ça peut modifier légèrement le type de traitement qu'on vous recommande, en tout cas en premier essai. OK. Et une question super importante aussi. On remarque souvent une aggravation des symptômes à la ménopause alors qu'on était stable Stable. juste avant la ménopause. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte comme ça? Alors, on sait que les maladies inflammatoires ou rhumatologiques peuvent se dégrader au moment de la transition ménopausique. Et donc, ben, c'est de bien noter vos symptômes, hein, de bien documenter, puis de revoir votre professionnel de la santé si vos symptômes se dégradent à nouveau pour peut-être rajuster votre traitement, s'assurer qu'il n'y ait pas de complications particulières, que le traitement est encore le bon pour vous. Puis parfois, ça va être aussi une décision de dire, ben, est-ce que je m'en vais en hormonothérapie pour stabiliser mes symptômes? Et on fait un essai des fois. Donc, si on n'est pas sûr, est-ce que c'est vraiment la ménopause qui a causé la dégradation de mes symptômes? Ben, des fois, on fait un essai d'hormonothérapie pour 3 à 6 mois, puis on voit si ça aide ou non. Et là, je suis vraiment pas certaine que je vais pouvoir le dire correctement, mais le fézolinéton, N'étant est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a eu beaucoup de questions à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous expliquer ce que c'est? Alors, en fait, c'est une nouvelle famille de molécules qui viennent agir au niveau du centre de thermorégulation. Donc, ils viennent directement adresser pourquoi est-ce qu'on a des bouffées de chaleur à la transition ménopausique. Il y a une seule molécule qui est disponible sur le marché, mais il y en aura une deuxième qui va arriver à l'automne. Donc, il y en aura deux qui sont toutes les deux très efficaces, hein. Leur courbe d'efficacité est quasi superposable. Donc, vraiment, puis c'est des traitements non hormonaux. Donc, patiente qui a déjà fait un caillot du sang, patiente qui a déjà eu un cancer du sang, patiente qui a une maladie rhumatologique instable, qui a déjà eu un lupus avec un événement cardiovasculaire, mais toutes ces patientes-là peuvent bénéficier de ces traitements, puis ils sont très efficaces pour les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, mais ils améliorent aussi d'autres choses. Donc, des fois, les patients me disent, ah oui, mais vous traitez mes chaleurs, mais vous ne traitez pas mon sommeil. Ben, en fait, quand on traite les chaleurs, on améliore souvent beaucoup d'autres choses. Et donc, quand on regarde les courbes d'amélioration de la qualité de vie des patientes qui prennent ces médicaments, elles améliorent leur qualité de vie globale. Donc, ça, c'est vraiment une très grosse avancée. C'est des médicaments qui sont très simples d'utilisation. Ils s'utilisent par voie orale. Il y a très peu de contre-indications. Les effets secondaires sont aussi très peu nombreux et relativement peu fréquents. Donc, tu sais, je vous dirais que ça vaut vraiment la peine de reposer cette question parce qu'avant 2025, ce qui vous a été proposé, c'était pas très efficace. Ça pouvait avoir des effets secondaires. Et là, ben, ça change drastiquement la donne en termes d'efficacité et de tolérance pour ces traitements. Donc, toutes les femmes qui se sont fait dire non, je ne peux pas prendre d'hormonothérapie pour différentes raisons, ben, ça vaut la peine de réévaluer la situation si vos symptômes sont encore là parce qu'on a des options qu'on n'avait pas avant. On, on apprécie beaucoup. Merci d'avoir partagé cette information-là avec nous. Puis je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont noté pour en discuter avec leur médecin. Euh, Justement, on parlait des bouffées de chaleur. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que ça finit, ces histoires-là? Est-ce que les symptômes de la ménopause finissent par passer? Parce qu'on a eu des gens là, qui nous ont écrit qu'il y avait toujours des symptômes de ménopause, quand même à un âge relativement avancé. Alors, la réponse, c'est qu'en moyenne, ça s'améliore. Donc, si on prend un groupe de 1 000 femmes, on va voir que pour la majorité d'entre elles, à plus de 50 rendu 5 ans après la ménopause, les symptômes sont nettement diminués ou complètement résolus. Par contre, on sait effectivement qu'il y a à peu près 30 à 40 des patientes qui, à 60 ans, en auront encore. Puis, c'est à peu près une femme sur 10 qui va en avoir encore à l'âge de 70 et plus. Donc, pour la majorité des patientes, amélioration, surtout au niveau des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, de la perturbation du sommeil et de ce qu'on appelle les troubles cognitifs légers, donc le brain fog, le brouillard mental. Ça a tendance à se réaméliorer après la transition. Par contre, ce qui ne s'améliore pas avec le temps et qui a tendance à se dégrader, c'est tout ce qui est génito-urinaire. Donc ça, malheureusement, il faut être vigilant parce que les symptômes peuvent apparaître beaucoup plus tard dans la vie. Donc, je vois des fois des femmes de 70 ans qui viennent me voir parce qu'elles développent à ce moment-là des symptômes d'infection urinaire à répétition. Puis là, ben, on les met antibiotiques, antibiotiques, antibiotiques.
Mais le traitement, c'est pas l'antibiotique, c'est de la thérapie hormonale locale au niveau vaginal. C'est ça qui réduit les infections urinaires à répétition chez les femmes ménopausées. Donc, ça, c'est vraiment la sphère qui va pas s'améliorer avec le temps. Puis, on a des traitements super efficaces, très sécuritaires, qui sont sous-utilisés pour traiter ces problématiques. Ça aussi, c'est très rassurant. Et merci de me rassurer en me disant que je peux garder espoir que les brain fog vont finir par passer. Oui. Euh, et euh, en fait, on a eu plusieurs. Est-ce qu'il existe des options pour améliorer les symptômes plusieurs années après? Ben, en fait, vous en avez quand même parlé, vous venez de parler là, des crèmes topiques, mais il reste certains symptômes. Est-ce qu'il y a d'autres options qui peuvent être utilisées quand on a des symptômes là, qui perdurent dans le temps? Alors, ça dépend un petit peu c'est quoi les symptômes. Donc, évidemment, si des symptômes locaux, génito-urinaires, les traitements locaux, on peut les démarrer à tout âge. Ils sont sécuritaires. Il n'y a pas de fenêtre optimale pour démarrer. Le bon moment, c'est quand vous devenez symptomatique pour les partir. Et on peut les continuer toute la vie, hein. Donc, moi, je dis à mes patientes que leur traitement local, elles peuvent l'emmener avec elles jusqu'au cimetière, puis qu'il ne faut pas juste dire que c'est pour la fonction sexuelle. C'est pas juste une enjeu de fonction sexuelle, c'est la fonction urinaire, c'est le confort. Donc, il faut surtout se dégager de l'idée que c'est purement pour l'activité sexuelle. C'est pas du tout le cas. Pour les traitements systémiques, puis les symptômes type douleur articulaire, symptômes vasomoteurs, les troubles du sommeil, ben, il y a toujours la possibilité de continuer l'hormonothérapie à long terme si on est en bonne santé. Et même pour les femmes qui sont plus âgées, ça veut dire, on dit que la fenêtre optimale, c'est avant l'âge de 60 ans. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas démarrer après 60 ans? La réponse est oui, vous pourriez démarrer, mais les avantages et les bénéfices sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Donc, il faut vraiment évaluer les risques et les avantages du traitement au moment de la vie où vous en êtes rendu. Donc, la fenêtre d'hormonothérapie, ce n'est pas une fenêtre qui se ferme, c'est une fenêtre qui est optimale pour démarrer le traitement, mais ça peut être démarré plus tard si votre santé est optimale puis que vous comprenez qu'il y a certains bénéfices que vous n'aurez pas si vous démarrez plus tard. Donc, ça prend toujours une décision au cas par cas quand on est au-delà de la fenêtre d'opportunité. Puis dans le même ordre d'idée, je viens de voir passer une question. Lorsqu'on a cessé l'hormonothérapie en se disant que nos symptômes étaient sous contrôle et qu'on se rend compte que c'est pas le cas finalement, est-ce que c'est possible de recommencer en discutant avec son médecin? Oui. Donc, effectivement, des fois, on a l'impression de se dire, ah, ça va partir, c'est correct. Puis que rendu quelques années plus tard, on est vraiment tanné, puis ça part pas, puis on aimerait reprendre. Ben oui, la discussion peut toujours être réouverte. Et encore une fois, reprendre, ben, ça dépend de votre état de santé global, ça dépend de votre âge. Et donc là, c'est toujours risque, bénéfice du traitement versus un autre traitement. Puis des fois, j'ai des patientes qui prenaient de l'hormonothérapie, puis elles ont rendu plus avancées en âge. Des fois, leur santé est un petit peu moins bonne. Elles vont peut-être opter pour quelque chose comme le fésolinétant, alors qu'elles avaient de l'hormonothérapie avant. Donc, ça aussi, ça peut être des options parce qu'on a plus d'options maintenant. On n'est pas obligé de retourner sur l'hormonothérapie. On peut réévaluer les symptômes et voir si l'hormonothérapie est toujours la meilleure option à ce stade-là au vu de votre santé globale. Et une dernière question, est-ce que vous avez déjà parlé de la nouvelle médication? Ça, c'est génial, ça donne, je suis convaincue, plein d'espoir à tout le monde. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous enthousiasment dans la gestion et dans les connaissances actuelles par rapport à la santé des femmes? Et c'est sûr que je pense qu'on a vécu un peu un tout ou rien. Donc, avec l'arrivée de l'étude de la Women's Health Initiative, avant, on donnait des hormones à tout le monde. Avec le Women's Health Initiative, début des années 2000, on a arrêté d'en donner et on n'en donnait plus à personne. Puis là, on est en train de retrouver le juste équilibre entre tout le monde devrait en prendre, même s'ils n'en veulent pas, et les femmes qui en veulent pourraient y avoir accès plus que ce qu'on le faisait dans les 20 dernières années. Donc, je pense que c'est de trouver ce juste équilibre où les femmes qui le souhaitent, qui le veulent, et qui en ont besoin peuvent accéder au traitement qui est le plus approprié pour elles. Donc, je pense que la discussion globale qu'on a est très importante sur l'accès aux médicaments et aussi le remboursement des médicaments, donc qu'ils soient financièrement accessibles au plus grand nombre de patientes. Par contre, c'est vrai que, encore une fois, on vient trouver
tout ce qui devient très discuté amène aussi toutes sortes de pratiques commerciales, tu sais, d'attitudes prédatoriales qui vont finalement utiliser la vulnérabilité ou la souffrance des gens à des fins commerciales. Et donc, des fois, c'est un peu là que les réseaux sociaux, toutes sortes de niches de gens qui se nomment experts, etc. Ça, c'est là où des fois, c'est un petit peu plus difficile, je pense, de nuancer le discours. Donc, je pense que la discussion, qu'elle soit ouverte, c'est important, mais il faut garder un discours nuancé sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et il faut continuer d'investir sur la recherche pour améliorer nos connaissances. Et il y a des choses qui ont besoin d'être mieux connues, mieux étudiées, et donc d'encourager cette recherche-là versus d'affirmer tout le monde doit en prendre, c'est bon pour tout le monde, ou personne ne devrait en prendre, c'est mauvais pour tout le monde. La réponse est probablement entre les deux, et on a besoin d'en apprendre plus pour certaines conditions médicales. Donc, d'encourager la recherche, de faire attention aux attitudes prédatoriales et surtout au discours tout ou rien. Le tout ou rien en médecine, ça ne marche pas. L'humain est excessivement complexe. La solution unique pour tout le monde, ça ne fonctionne pas. Tout le monde ne répond pas de la même façon. On n'a pas toute la même sensibilité au traitement hormonal. Donc, prenez soin d'aller voir quelqu'un qui a les compétences pour vous évaluer individuellement avec votre dossier, avec votre histoire, avec vos symptômes et avec vos besoins, parce que c'est vraiment ça qui est important pour avoir les bons soins pour vous. Celui de votre voisine, de votre cousine ou de votre collègue de travail, c'est pas forcément ce que vous avez besoin. Et quelle belle façon de compléter ce webinaire-là, Dr. Bouteau. Au nom de la Société de l'arthrite et de tous les participants, et je vois passer là, les commentaires, tout le monde est très enthousiaste de la rencontre. Donc, on vous remercie infiniment pour la qualité de votre intervention. On remercie aussi Brigitte qui a dû nous quitter, mais on vous invite fortement à aller visiter le site de la Fondation canadienne de la ménopause. Ils sont une tonne de ressources hyper intéressantes. Moi, je sais là, que c'est devenu un lien dans mes favoris, tellement je trouve que c'est parfait. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir donné tous ces outils-là pour enfin mieux comprendre la ménopause et le lien aussi avec l'arthrite et les maladies inflammatoires. Mais je vous remercie de l'invitation. C'était un plaisir. Alors, avant de conclure, on aimerait aussi avoir votre avis sur la présentation. Alors, vous devriez voir apparaître un court sondage à l'écran. On vous invite à sélectionner la réponse qui correspond le mieux à votre opinion. La question est: je me sens mieux informée, outillée après avoir participé à ce webinaire. Et vous avez les options fortement d'accord, neutre ou fortement en désaccord. Et pour ceux qui n'arrivent pas à répondre au sondage et qui aimeraient quand même nous donner des commentaires plus complets, un sondage plus étoffé va vous être envoyé avec l'enregistrement de la présentation d'ici quelques jours. On apprécie infiniment vos commentaires, vos suggestions qui nous aident à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent. Et si vous avez des questions auxquelles vous avez besoin d'une réponse, le sondage, il est fait de façon confidentielle. On n'a pas accès à vos noms ni vos adresses courriel. Alors, si vous avez besoin d'une réponse à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter à questions@arthrite.ca. Si vous souhaitez continuer la discussion, nos groupes de soutien sont là pour vous et ils se poursuivent tout l'été. Alors, n'hésitez pas à consulter le calendrier des séances sur arthrite.jnab.com pour connaître les prochaines rencontres. Ça nous fait toujours plaisir de vous jaser ça. Et il y a toujours des super bons trucs. Et enfin, nos webinaires feront relâche pendant l'été, mais on sera de retour en septembre. Entre-temps, si vous souhaitez en apprendre davantage, vous pouvez visiter arthrite.ca pour voir les webinaires Conversations sur l'arthrite en rediffusion. Alors, celui de ce soir va être disponible demain en fin de journée ou après-demain au plus tard. Et les autres webinaires qu'on a eus dans le passé cette année, vous pouvez aussi les retrouver sur arthrite.ca dans nos programmes. Alors, n'hésitez pas à aller vous faire un tour pour essayer de voir ça et mes collègues mettent le lien dans le clavardage. Vous allez trouver plein de contenus, entre autres
Dr Bouteau a parlé de la médecine du mode de vie. On a eu un webinaire justement qui traitait de ça, sur la médecine du mode de vie, alors n'hésitez pas à aller consulter. On remercie infiniment tous nos commanditaires qui rendent les présentations possibles. Un grand merci à Brigitte Viel et à la Dr Jeanne Bouteau pour leur présence avec nous. Et en mon nom, au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous souhaite une excellente fin de soirée.